Théophile Potreau est né en 1895. Il était déjà donc ouvrier, très jeune. Il est venu sur Paris pour pouvoir travailler et il a été, comme toute une génération, enrôlé dans la guerre de 1914, dans les tranchées, dans la boue des tranchées, y compris dans les batailles très difficiles qu'on a connues, celle de Douaumont, Verdun. Il a été 2 fois décoré pour actes de bravoure, notamment pour avoir sauvé un certain nombre de ses camarades de combat pendant les assauts très difficiles qu'il y a eu sur les collines de Verdun. Il est revenu de la guerre, comme beaucoup, absolument traumatisé par cette boucherie et par le fait qu'on a envoyé des millions d'ouvriers, de paysans français et allemands à une grande déflagration pour servir les intérêts du capital et du gouvernement. Nous retrouvons Théophile embauché, militant de l'ARAC, l'Association républicaine des anciens combattants, et embauché au chemin de fer après la grande grève de 1920, d'abord aux Invalides et ensuite ici à Versailles-Chantier, où il était visiteur de gare, visiteur de train, filière 27, donc il y a des aiguilleurs ici, filière 27, donc frémiste, technicien de maintenance, etc. sur les trains. Quand la Deuxième Guerre mondiale est déclenchée et que l'armée d'occupation allemande occupe le territoire, Théophile Potreau, après la dissolution de la CGT et du Parti communiste, devient militant de la CGT illégale et du Parti communiste clandestin et reste ici, ne se met pas à l'abri, reste ici et entre dans les francs-tireurs et partisans dès 1940, entre chez les francs-tireurs et partisans, qui étaient une poignée au départ, ici dans la région de Versailles, et patiemment a construit ce qui va devenir la 5e région des FTP de la région parisienne et devenir en 1942 désigné commandant en chef des francs-tireurs et partisans de la 5e région, région Ouest Ceinture, qui dirigeait plus de 500 militants, dont une centaine de combattants entre Paris-Saint-Lazare et Le Mans. Il a à lui seul, avec des bombes incendiaires construites notamment par sa femme et ses enfants dans la cuisine familiale, c'est une anecdote que nous racontait sa fille qui était encore en vie jusqu'en 2018, détruit 6 trains de l'armée d'occupation ici à Versailles-Chantier et à Massy, un train de l'organisation TOD, qui était l'organisation qui pillait les pays sous le joug de l'occupation, notamment le blé de la Beauce qui était renvoyé en Allemagne. Suite à l'arrestation de 2 membres du réseau qui ont été torturés à Rueil-Malmaison, il est dénoncé, arrêté par la police spéciale, la brigade spéciale, et j'insiste sur le fait que c'était donc la police, donc des Français qui l'ont arrêté, très brutalement torturé à Rueil-Malmaison, et pendant cette semaine de calvaire, pendant laquelle on lui casse les dents et on lui arrache les ongles, il ne parlera pas. Et ces derniers mots qu'il dit à sa femme et sa fille à la veille de son assassinat, c'est qu'il vaut mieux faire un mort qu'un vendu. Et il sera fusillé le 23 novembre 1943 au Mont-Valérien avec un certain nombre de ses camarades condamnés le 9 novembre par le tribunal spécial d'occupation pour acte de terrorisme. À la Libération, le gouvernement provisoire de la République française, par décret spécial, lui décernera la Croix de guerre, l'Ordre national de la Libération, et il sera déclaré mort pour la France. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur son parcours et sur son héritage, si vous me permettez un mot. Il est important pour nous aujourd'hui de parler d'histoire, et pas simplement parce qu'on est cultivé, qu'on parle de culture, mais de parler d'histoire pour ce que ça nous dit sur le présent et sur l'avenir. L'héritage de Théo Potreau, de cet ouvrier qui a choisi à un moment de dire non et de résister, c'est l'héritage de gens qui se sont battus contre l'occupation du territoire par une puissance étrangère, mais aussi contre le fascisme oppresseur,
pour l'égalité entre les peuples, pour la liberté et aussi pour une transformation sociale généralisée de la société, puisque c'est la place qu'ont eu les francs-tireurs partisans et notamment les militants de la CGT, particulièrement de la CGT cheminot et du Parti communiste clandestin, qui a fait que le Conseil national de la résistance, et en charge de la direction du pays à la libération, a pu instaurer un programme de réforme sociale rarement connu dans ce pays, notamment la création de la sécurité sociale, les grandes nationalisations, le droit de grève pour les fonctionnaires, la création du SMIC, etc., qui aujourd'hui sont des conquêtes sociales qui sont attaquées. Rendre hommage à nos anciens, à ceux qui se sont battus, c'est aussi déclarer, continuer leur combat contre le fascisme, et on voit qu'il n'est pas mort, la bête immonde a encore son ventre fécond dans notre pays, mais aussi pour la défense des conquis sociaux de nos anciens. Voilà. Aux morts. L'année dernière, voilà, pour les redoublants, je vais redire 2-3 mots que j'avais déjà dit pour les premières années. Je vais faire comme Mathieu. Je vais vous redire en fait qui était ma famille, puisque j'ai regardé sur internet une photo de Théophile où on voit sa petite moustache. Putain, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à mon oncle Roger. Alors, oui, je suis issu d'une famille de résistants communistes. Mon grand-père était italien. Il a été chassé par les fascistes d'Italie avec une grande violence, puisqu'ils lui ont tiré dessus, etc. Il s'était réfugié en France et il a vécu pendant toutes les années 30, auxquelles ressemblent tellement les années que nous traversons aujourd'hui, d'ailleurs, puisque je suis historienne, je peux le confirmer. Et ils ont vécu donc sur la Côte d'Azur. Et puis, enfin un peu dans le nord, et puis sur la Côte d'Azur. Et lorsque la guerre a éclaté, sur la Côte d'Azur, ça a été plus tardif qu'ici, puisque c'était la fameuse zone dite libre. Ce n'est qu'en 1942 que sont arrivées les troupes italiennes. Et comme mon grand-père et mon oncle, mon père il était encore un peu petit, il avait 15 ans, hein, mais il a participé dès 1942, mon père a pris la carte du Parti communiste et a commencé avec son frère, son père, etc., à faire dérailler des trains. Et c'est donc, et c'est pour ça que je voulais vous le raconter, en mai 1943, que mon oncle et mon grand-père ont tous les deux été arrêtés et torturés par l'Ovra, c'est-à-dire la Gestapo italienne. Quand je dis torturés, ben c'est comme Théophile, qui est ici, épouvantablement torturé. Mon grand-père, ils l'ont frappé à coups de chaîne, ils lui ont fait une tête, enfin un coup qui était 2 fois plus gros que la tête. Mon oncle a été frappé tant et plus. Ils lui ont fait avaler 1 kilo de sel, 1 litre de pétrole. Ils ont mouillé le pantalon et ils lui ont tapé des grands coups de plaques de bois pour lui faire éclater la peau des cuisses. Et ils l'ont achevé, enfin c'est une façon de parler parce qu'il a survécu, mais le casque de torture, celui qui déforme la tête. Et il est tombé dans le coma. Par la suite, ils ont été emmenés aux prisons de Menton et à un moment donné, ils ont donc été déportés. Et c'est le 19 novembre 1943, donc vous voyez que les dates se recoupent un peu avec celles de Théophile, qu'ils ont été mis dans un train à destination d'un des camps de Düsseldorf, un camp disciplinaire de Düsseldorf. Le train, à un moment donné, s'est arrêté à Dijon.
Dijon, à l'époque, était dite ville ouverte. En réalité, c'était ville fermée parce qu'on pouvait descendre et sortir dans Dijon, mais tout autour, c'était entièrement bouché, fermé. Il y avait des panzers partout, il y avait des camions de l'armée partout, on ne pouvait pas en sortir. Donc, on les a laissés descendre du train et mon grand-père et mon oncle sont allés au bar de la gare. Et il y avait là un serveur, ils se sont approchés du serveur et ils ont dit au serveur on voudrait sortir de Dijon, comment on peut faire? Le serveur a dit je sais pas, puis il s'est retourné. À l'autre bout du comptoir sont arrivés des cheminots et les cheminots ont pris un verre et le serveur a commencé à leur parler discrètement comme ça. Et à ce moment-là, le serveur est revenu vers eux et il leur a dit ne bougez pas. Et certains cheminots sont repartis. L'un d'entre eux s'est approché de mon oncle et mon grand-père et il leur a dit vous voulez sortir de Dijon, vous voulez aller où? Et mon oncle a dit on voudrait aller à Saint-Dizier-les-Reines en Creuse où on a notre famille. Et il dit vous allez vous mettre 20 mètres derrière moi, vous allez venir jusqu'à ma loco, vous allez vous enduire le visage de charbon et vous allez charger la loco de charbon. Bougez pas de là. Ils sont arrivés dans le train, plus un mot, hein. Ils sont arrivés dans le train. Ils ont effectivement fait ce que disait le cheminot et c'est ainsi qu'ils sont sortis de Dijon en voyant évidemment des panzers partout et que c'est comme ça que de gare en gare, de train en train, de cheminots silencieux en cheminots silencieux qui disaient pas un mot mais qui partageaient leur maigre pitance, ils ont pu sortir de Dijon. Pour mon oncle et mon grand-père, la bataille du rail, ça voulait dire quelque chose. Pour mon oncle et mon grand-père, les cheminots, ils les ont toujours, jusqu'à la fin de leur jour, gardés dans leur cœur. C'est grâce à eux qu'ils ont été sauvés, parce qu'en réalité, non loin de Düsseldorf, il y avait Buchenwald, et c'est très probablement là qu'ils étaient destinés à finir. Donc, c'est vrai que la bataille du rail, ça voulait dire quelque chose. J'insiste là-dessus parce qu'il y a 2 jours de ça, je regardais sur Internet, et en particulier Allociné, les avis des gens sur le film de René Clément, La bataille du rail. Et il y a l'espèce de morveux, attendez, il faut que je mette mes lunettes un instant, qui marquait, qu'est-ce qu'il marquait? Il marquait, c'est tellement caricatural que ça en devient suspect. Tous les cheminots étaient résistants et aucun ne reculait devant l'ultime sacrifice. Et un autre morveux d'écrire, René Clément présente les résistants comme un collectif soudé de telle sorte qu'aucune individualité ne se dégage. C'est vrai que des types comme ça, derrière leur minable clavier, eux, quelque chose, ils doivent en savoir de l'esprit de la résistance et de ce que le poète René Char appelait une école de douleur et d'espérance. En revanche, pour ce qui est de l'individualité, et disons plus franchement de l'individualisme, là, ils doivent se poser un peu là, les gars. Nous qui connaissons l'histoire de ces héros, nous qui connaissons l'histoire de Théophile, qui a souffert dans sa chair avant d'être fusillé, nous qui connaissons aussi celle du poète qui s'appelait Daniel de Courdemanche et qui s'était fait appeler Jacques de Cour et qui est connu. Jacques de Cour disait « Je me considère un peu comme une feuille qui tombe de l'arbre pour faire du terreau. La qualité des feuilles, la qualité du terreau, pardon, dépendra de celle des feuilles. Je veux parler de la jeunesse française en qui je mets tout mon espoir. Nous sommes ce terreau et nous devons non seulement de leur rendre hommage à tous ces gens-là, mais surtout de continuer leur combat afin qu'ils n'aient pas souffert et ne soient pas morts pour rien. Parce que dans ce gigantesque effondrement de civilisation qui a été cette épouvantable Deuxième Guerre mondiale, ils furent ces hommes intelligents et clairvoyants, comme le disait encore une fois le poète René Char, qui avaient choisi de lutter contre la barbarie pour que le monde d'après la libération soit encore meilleur que celui du Front populaire. Et c'est cette foi inébranlable dans leurs idéaux qui les a poussés à lutter jusqu'au sacrifice ultime, à se sublimer en quelque sorte à leur insu pour de futurs jours heureux. En 1944, vous l'avez dit à plusieurs reprises, plusieurs d'entre vous, a eu lieu le Conseil 44, en pleine guerre, je le rappelle, a eu lieu le Conseil national de la résistance, le CNR, qui avait mis sur place le programme de libération immédiate et surtout le programme des jours heureux. Mais ne croyez pas que ça s'est fait comme ça, à la pouf, du jour au lendemain. Immédiatement,
les autres partis se sont opposés à ce programme. Ils ont dû lutter vraiment pied à pied parce qu'ils se sont retrouvés face à eux avec le parti gaulien, le MRP et la SFIO. Et ne pensez pas non plus que ça a été mis en place grâce à De Gaulle. Pas du tout. Ça a été mis en place par les ministres communistes et uniquement par les ministres communistes qui ont dû lutter, chacun d'entre eux. De Gaulle, il a quitté le pouvoir, je le rappelle à tout le monde, en janvier 1946. D'accord? Les mesures prises par Marcel Paul pour la nationalisation de l'énergie, pour la création d'EDF-GDF, dont on voit ce qu'il en reste aujourd'hui, pour la nationalisation de la Banque de France et du Conseil national des œuvres sociales, c'était en mars 1946. De Gaulle, il n'était plus là. En août 1946, c'est Ambroise Croizat. Donc, et là, vous en avez parlé. Ambroise Croizat, dont tout le monde a dit, à l'époque, on a toujours parlé de ministre du Travail. Il a été le seul ministre des Travailleurs. Et aujourd'hui, la sécurité sociale est dépecée parce que c'est tellement juteux, les fonds de pension. Voilà. Et Ambroise Croizat disait, c'est seulement en libérant les travailleurs de l'obsession permanente de la misère qu'on permettra à tous les hommes et toutes les femmes de développer pleinement leurs possibilités, leur personnalité, puisqu'ils veulent de l'individualité, en voilà. Dans toute la mesure compatible avec le régime social en vigueur, voilà qui suffit à démontrer l'ampleur du contenu de la sécurité sociale. Et c'est en octobre 1946 que Maurice Thorez a dû lutter pied à pied pour pouvoir imposer le statut de la fonction publique, dont la CGT déclarait en 2011, dans la fonction publique, même s'il subit des attaques sans précédent, le statut général des fonctionnaires demeure un socle progressiste. Toutes ces mesures prises à ce moment-là, depuis un moment déjà, sont complètement démantelées, écrabouillées. En 2007, je ne vous apprends rien, c'est Denis Kessler, l'ancien militant maoïste, qui était devenu un élève en économie de quelqu'un d'autre bien connu, Dominique Strauss-Kahn, lui qui est devenu donc, lui, pas Strauss-Kahn, mais Denis Kessler, vice-président du MEDEF, qui déclarait « Le modèle social français, le pur produit du Conseil national de la résistance, il est grand temps de le réformer. Le gouvernement s'y emploie. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. » Si ça, c'est pas du cynisme, d'accord? Et en 2006, c'est l'un des plus grands patrons du monde, Warren Buffett, qui osait dire ouais, la lutte des classes, elle existe, et c'est la mienne qui va la gagner. Et en 2011, il a osé confirmer, ça y est, ma classe a gagné. Alors s'il y en a qui douteraient de la lutte des classes, je vais vous dire, eux, ils savent qu'elle existe. Hein. Voilà. Eh ben non, grande terre, la lutte des classes, elle n'est pas finie. Et parce que tant qu'il y aura des classes, il y aura des luttes. Et ce sont les vôtres et ce sont les nôtres. C'est le moteur de l'histoire, disait Karl Marx. Alors, depuis des décennies, on n'arrête pas de nous saucer avec des discours comme si nous étions tous des partenaires sociaux, comme s'il fallait une concertation, un dialogue social. Mais je t'avoue, déjà en 1969, c'était Chaban-Delmas dans son discours d'investiture, quand il est devenu Premier ministre, qui nous proposait une nouvelle société. Bon, la sienne, elle n'a pas fait long feu. Mais son discours pour cette nouvelle société et le dialogue social avait été écrit par un certain Jacques Delors, un ancien de la CFDT, viscéralement européen, et on l'a retrouvé sous Mitterrand. Non, nous ne sommes pas les partenaires sociaux de ces gens-là. Ce sont nos ennemis de classe. Rien ne fait, vous allez reconnaître ces phrases-là, je ne vous apprends rien, rien ne fait plus de mal aux travailleurs que la collaboration de classe. La lutte des classes, au contraire, est la base de l'unité, son motif le plus puissant. C'est pour l'amener avec succès, en rassemblant l'ensemble des travailleurs que fut fondée la CGT. Or, la lutte de classe n'est pas une invention, c'est un fait. Il ne suffit pas de la nier pour qu'elle cesse. Renoncer à la mener équivaut à mener la classe ouvrière, équivaut pour la classe ouvrière à se livrer pieds et poings liés à l'exploitation et à l'écrasement. La régression sociale ne se négocie pas, elle se combat. Et ça, vous le connaissez tous, c'est Henri Krasuki. Combat, évidemment, dont on ne sort pas toujours vainqueur, mais jamais anéanti. Robespierre l'avait dit, il est plus facile de nous ôter la vie que de triompher de nos principes. J'abrège parce que tout le monde a froid.
En tout cas, ces gens-là, je parle de l'Union européenne, hein, dont on ne peut pas sortir, comme disait l'ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui disait « Il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens ». Voilà. Donc en attendant, ils ont tous été d'accord le 19 septembre 2019 pour prendre une résolution faisant du nazisme et du communisme la même chose, nous interdisant d'avoir des symboles communistes, c'est-à-dire plus possible, plus de marteau, plus de t-shirts avec Che Guevara, plus de t-shirts avec Karl Marx, plus de t-shirts avec Lénine, et bientôt plus le droit d'avoir des rues avec les noms de nos résistants. Mon oncle a une rue à Saint-Raphaël. Mathieu, tu m'as dit que tu avais réclamé une rue pour Théophile. Assieds-toi dessus. Bon, donc voilà. En tout cas, je termine parce qu'il fait très froid. Théophile, sache que tes camarades feront tout pour être dignes de toi et de tous ceux qui, comme toi, ont souffert et se sont battus pour un monde de paix, un monde de justice, un monde de fraternité. Car pour parodier Gramsci, seule la subversion est révolutionnaire et peut faire trembler l'ordre dominant. La France, disait Karl Marx, est le pays où les luttes sociales se mènent jusqu'au bout. Et il avait raison. Oui, nous les mènerons jusqu'au bout. Parce que Lucie Aubrac disait résister est un verbe qui doit toujours se conjuguer au temps présent. Oui, conjuguons le verbe résister au temps présent et luttons tous ensemble et en même temps.